Bonjour, nous allons découvrir dans ce chapitre de première les réactions d'oxydoréduction. Alors, c'est une grande catégorie de réactions chimiques que nous allons découvrir dans ce chapitre. Oxydoréduction, eh bien, ça vient des termes oxydation et réduction. Alors, par exemple, du fer qui rouille ici, eh bien, c'est une réaction d'oxydation du fer, mais de manière plus générale, ça fait partie des réactions d'oxydoréduction. On peut également réaliser des expériences assez spectaculaires ici. Voici par exemple un arbre de Diane qui est la formation d'argent métallique sur du cuivre métallique à partir d'une solution d'ion argent. Alors qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction? Eh bien, on va prendre l'exemple ici, par exemple, cette transformation, c'est une lame de zinc qu'on a plongée dans une solution de sulfate de cuivre qui, je rappelle, est de couleur cyan. On va voir se former une poudre sur la surface de la lame de zinc. Cette poudre, en réalité, c'est du cuivre sous forme d'atomes. Et on va voir une disparition progressive de la coloration de la solution, qui signifie que les ions Cu2+ sont en train de disparaître. Ils sont donc un réactif de la transformation. Alors cette transformation peut être modélisée par l'équation suivante. Que se passe-t-il ici pour l'élément cuivre? Eh bien, on voit que les ions cuivre vont gagner 2 électrons pour se transformer en cuivre atomique. À l'inverse, qu'arrive-t-il à l'élément zinc? Si on pèse la lame de zinc, on verra que sa masse a diminué et qu'il y a une partie du zinc atomique qui est passée sous forme ionique dans la solution. Donc ici, le zinc a perdu 2 électrons. Et donc, ceci constitue une réaction d'oxydoréduction. C'est simplement un transfert d'électrons entre 2 espèces chimiques. Donc on va définir le vocabulaire que l'on va utiliser pour les réactions d'oxydoréduction. Tout d'abord, on va définir l'oxydant. C'est une espèce susceptible de gagner des électrons. Le réducteur, lui, une espèce susceptible de perdre des électrons. Donc dans la réaction précédente, eh bien, les ions cuivre qui ont gagné des électrons est une espèce oxydante, tandis que le zinc atomique, lui, est un réducteur. L'oxydant, lors de la transformation, on dit qu'il est réduit, il a subi une réduction, en quelque sorte, il a été attaqué par le réducteur. Tandis que le réducteur, lui, il a été oxydé, il a subi une oxydation. Donc tout ça, c'est du vocabulaire à connaître pour définir, expliquer les réactions d'oxydoréduction. Alors, maintenant, découvrons ce qu'on appelle les couples oxydant-réducteur ou couples redox qui ont une place centrale dans les équations d'oxydoréduction. Un couple redox, il est formé par un oxydant et un réducteur dit conjugué. Alors, qu'est-ce qu'un oxydant et un réducteur conjugué? Reprenons l'exemple de l'élément cuivre. Dans la réaction précédente, les ions cuivre ont joué le rôle d'oxydant et ils se sont transformés en cuivre atomique. Mais dans une autre situation, la toute première que l'on avait vue en image, c'était le cuivre atomique qui réagissait avec des ions argent pour donner des ions cuivre. Donc cette fois-ci, dans cette transformation, le cuivre a perdu 2 électrons, et donc le cuivre est le réducteur, et il s'est transformé en ion cuivre. Donc selon les situations, ce sont soit les ions cuivre qui peuvent réagir, soit le cuivre atomique, soit en tant qu'oxydant, soit en tant que réducteur. Donc on va dire que les ions cuivre et le cuivre atomique forment un couple redox, ou couple oxydant-réducteur, que l'on va noter Cu2+, Cu, on note toujours l'oxydant en premier. Alors pour ce couple oxydant-réducteur, on va écrire la demi-équation redox, qui n'est pas une équation de réaction chimique, puisqu'elle n'existe pas toute seule dans la réalité, mais elle va nous permettre de voir les électrons échangés par l'oxydant et le réducteur. Alors, on met également un signe égal. Pour quelle raison? Parce qu'on ne sait pas dans quel sens se déroule cette transformation. Parfois, c'est l'oxydant qui réagit et qui capte des électrons. Parfois, c'est la forme réductrice, le cuivre atomique, qui réagit pour former l'espèce oxydant. Donc, par exemple, pour le couple Cu2+, Cu, eh bien, Cu2+ peut capter 2 électrons pour se transformer en cuivre atomique, ou à l'inverse, le cuivre atomique peut se transformer en ion cuivre et céder 2 électrons. Prenons 2 autres exemples. Dans les 2 équations précédentes, ici, eh bien, dans la première, il y a du zinc qui apparaît, qui réagissait en tant qu'espèce réductrice,
et il peut se transformer en ion Zn2+, mais dans d'autres situations, c'est l'ion Zn2+, qui peut jouer le rôle d'oxydant et se retransformer en atome de zinc. Donc, les ions zinc Zn2+, et le zinc forment un couple redox dont la demi-équation est ici. Ensuite, les ions argent également, ici, qui jouent le rôle d'oxydant, eh bien, forment un couple redox avec l'argent atomique qui peut jouer le rôle de réducteur. La demi-équation va ressembler aux précédentes, sauf que les ions cuivre, pour se transformer en atome d'argent ici, il n'y a besoin que d'un seul électron pour passer de l'un à l'autre. Alors, certaines réactions d'oxydoréduction et certains couples oxydant-réducteurs sont plus complexes, et donc les demi-équations vont obéir à certaines règles pour qu'on puisse les écrire correctement. On va tout simplement obéir aux règles classiques des équations de réaction chimique, c'est-à-dire qu'il y aura toujours conservation des éléments et conservation de la charge électrique. Mais pour la conservation des éléments, il sera parfois nécessaire d'ajouter des molécules d'eau, H2O, et des ions hydrogène, H+, si besoin. Puisque généralement, en première, on va travailler avec des solutions aqueuses, donc il y aura toujours présence de molécules d'eau. Ensuite, conservation de la charge électrique, on va voir simplement qu'une fois qu'on a écrit toute la demi-équation, on va ajuster avec les électrons. Prenons l'exemple du couple MnO4- Mn2+. Tout d'abord, on écrit l'oxydant plus des électrons, mais on ne sait pas combien pour l'instant, vont donner l'espèce réductrice Mn2+. Alors, il n'y a pas conservation des éléments, puisqu'ici, il y a l'élément oxygène qui apparaît et on ne le retrouve pas à droite de la demi-équation. Donc, on va rajouter des molécules d'eau de façon à avoir la conservation des éléments. Je rajoute 4 molécules d'eau ici, 4 H2O, puisque j'avais 4 éléments oxygène. Mais je me retrouve avec l'élément hydrogène ici, que je dois aussi ajuster pour qu'il y ait conservation de l'élément hydrogène. Donc, je vais rajouter 8 ions H+, de ce côté-là de l'équation. Mais maintenant, je dois m'occuper de la conservation de la charge électrique. Pour l'instant, j'ai un excès de 2 charges positives à droite de la demi-équation, alors qu'à gauche, j'ai une charge négative et 8 charges positives avec les 2 espèces chargées ici, donc j'ai un excès de 7 charges positives. Si je veux avoir seulement 2 charges positives, il faut que je rajoute 5 électrons au total de ce côté de la demi-équation. Dans ce cas-là, j'aurai bien un excès de 2 charges positives de chaque côté de la demi-équation. Et voici donc la demi-équation du couple MnO4- Mn2+. Alors ici, vous voyez qu'il y a des ions H+, ça signifie qu'on est en milieu acide. Dans certaines situations, on peut travailler en milieu basique, et donc ce ne sont pas des ions H+, mais l'espèce HO-, les ions hydroxydes, qui vont apparaître. Alors, on pourrait essayer de retrouver la demi-équation à partir de ce qu'on a écrit ici, en rajoutant cette fois-ci des ions hydroxydes HO-, mais il est plus facile de partir de la demi-équation en milieu acide. Donc simplement, on va se débarrasser des ions H+, en rajoutant autant d'ions HO- du même côté de la demi-équation. Et on les rajoute aussi de l'autre côté pour qu'il y ait toujours conservation des éléments et de la charge. Les ions H+ et les ions HO- vont se regrouper pour former des molécules d'eau. Donc on va avoir 8 molécules H2O de ce côté-là qui apparaissent. Mais on voit que de l'autre côté, il y avait déjà 4 H2O, donc il va y avoir une simplification des deux, et il ne va rester plus que 4 H2O de ce côté-là de la demi-équation. Voici la demi-équation du couple MnO4- Mn2+, en milieu basique. Alors, les demi-équations, on a dit qu'elles n'existaient pas seules dans la réalité. Il faut forcément une réaction d'oxydoréduction, une réaction entre un oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple. Prenons l'exemple de 2 couples, OX1 RED 1 et OX2 RED 2. Et on va supposer que dans l'énoncé de l'exercice, on nous dit que c'est OX1 qui réagit avec RED 2, puisque c'est forcément un oxydant et un réducteur. Donc l'équation de la réaction chimique sera OX1 qui réagit avec RED2 pour donner le réducteur 1 et l'oxydant 2. Mais comment trouver les nombres stoichiométriques qui sont ici? On ne va pas utiliser directement la conservation des éléments et la conservation de la charge, puisqu'on pourrait obtenir des équations fausses, ou en tout cas, ça serait assez compliqué parfois à trouver. Donc, on va utiliser les demi-équations
des deux couples mis en jeu, en respectant le sens de la réaction. Donc puisque c'est OX1 qui réagit, je l'écris dans ce sens-là, oxydant qui donne le réducteur. Mais par contre, pour l'autre couple, c'est le réducteur qui réagit, donc j'écris le réducteur en premier, RED2 qui donne OX2 plus le nombre d'électrons échangés. Mais dans l'équation finale, il n'y a pas d'électrons qui doivent apparaître. Donc on va s'arranger pour qu'il y ait autant d'électrons gagnés par l'oxydant et cédés par le réducteur. Donc on va pour ça multiplier chaque demi-équation pour que le nombre d'électrons échangés soit le même. Et ensuite, on va les additionner pour obtenir l'équation de la réaction finale. Prenons l'exemple maintenant du couple MnO4-Mn2+, qui réagit avec le couple, par exemple, Fe3+, Fe2+. Donc on me dit que c'est l'oxydant, MnO4- qui réagit. Je vais écrire la demi-équation du couple MnO4-Mn2+, qu'on avait trouvé précédemment en milieu acide, dans ce sens-là, avec l'oxydant du côté gauche de la réaction. Et le couple Fe3+, Fe2+, on me dit que c'est le réducteur qui réagit, donc je vais avoir Fe2+, en premier, qui va donner Fe3+, plus un seul électron. On voit qu'il y a un seul électron qui est cédé par l'ion fer pour se transformer en ion fer3, Fe3+. Mais je veux que le nombre d'électrons échangés soit le même dans les deux demi-équations. Or, là, j'ai 5 électrons, et là, j'ai un seul électron qui apparaît. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 5 la deuxième demi-équation. Et je les additionne. Qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, la première équation, il y a pas de, je multiplie par 1, donc il n'y a rien qui change. MnO4-, plus 8H+, plus 5 électrons, plus, j'ajoute les réactifs de la deuxième demi-équation, plus 5 ions Fe2+, qui vont donner, maintenant je mets une flèche, puisque je sais que la réaction se déroule dans ce sens-là, qui vont donner l'espèce Mn2+, plus 4 molécules d'eau, H2O, plus 5 ions Fe3+, puisqu'encore une fois, j'ai multiplié par 5 ici, plus à nouveau 5 électrons. Mais on a dit que les électrons n'apparaissaient pas dans l'équation finale, donc on peut les retirer immédiatement si l'on veut, et on obtient donc l'équation de la réaction chimique suivante, MnO4- plus 8H+, plus 5 Fe2+, donne Mn2+, plus 4H2O, plus 5 ions fer3, Fe3+. Donc vous voyez que si on devait trouver directement cette équation avec les nombres stoichiométriques correspondants, ça serait assez compliqué, tandis qu'avec les demi-équations redox, eh bien on suit simplement cette méthode-là pour trouver l'équation de la réaction finale.